qui ont... donc moi aussi je pensais, bon, sur moi ça n'a pas marché. Attention, je ne dis pas que sur d'autres ça ne marche pas. Là, ce que je dis, à mon sens, ça n'engage que moi. Donc, j'ai fait des essais, bien sûr, mais où je vous félicite, c'est que à partir du moment où vous n'êtes pas satisfait de vous-même, donc ça veut dire que vous avez compris, tout comme moi, qu'il y a encore du chemin à faire avec le bégaiement. On n'a pas encore vraiment trouvé la clé miracle. Alors, cela dit, les gens qui peuvent dire oui, je fais un miracle, moi j'ai jamais dit que je faisais un miracle. Il y a certaines personnes qui le disent. Il y a aussi certaines personnes à qui on fait un stage avec moi, à qui je vois très bien qu'ils s'en foutent, qu'ils n'ont pas envie de travailler du tout. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre portable, s'il vous plaît? Merci. À partir du moment où une personne comme avec vous arrive pour essayer de traiter son bégaiement, dans l'idée qu'il va y avoir un miracle, ils sont feignants pour faire des efforts, ils peuvent aller n'importe où, ils n'ont pas de résultat. Il faut être motivé pour arriver à... C'est ça, il n'y a pas de clé. Moi, c'est exactement ce que je disais ce matin. Je dis, je ne fais pas de miracle, heureusement pour moi. Et la seule chose qu'un jour j'ai pu croire que je fais des miracles, mais lorsque j'ai commencé à marcher sur l'eau, j'ai manqué de noyer. Donc j'ai arrêté vite. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Il y a uniquement un effort que l'on peut faire sur soi-même. Sur soi-même, essayer de comprendre, essayer de faire des croquis, essayer, comme je disais préalablement, l'hypnose, ça m'a beaucoup apporté avec les gens les plus prestigieux de l'hypnose, dans le sens où ça m'a permis, sous auto-hypnose, d'essayer de comprendre ce qui se déroulait à l'intérieur de moi. Et encore, j'ai pas tout compris. Ouais, je suis passé par l'hypnose, moi aussi. Mais moi, j'ai fait de l'hypnose avec quand même les gens les plus prestigieux de l'hypnose, comme Uri Geller, qui faisait tourner des petites cuillères à distance, ou Dalida, ou Dominique Webb, et tout ça, qui sont des amis. Donc, j'ai fait plus de 9 ans et demi d'hypnose avec eux, j'ai appris l'hypnose. Donc ça n'a pas fait grand-chose sur moi, avec le bégaiement. Mais seulement, j'ai appris l'hypnose. Et l'hypnose m'a permis de travailler à l'intérieur de moi, sous auto-hypnose. Essayer de comprendre, essayer de ressentir, disons, une certaine transcendance qui pouvait m'apporter un petit peu de meilleur. Bah c'est sûr, en fait, les personnes bègues qui s'en sortent, en fait, la difficulté, c'est de savoir comment est-ce qu'on a fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes bègues qui s'en sortent, hein, qui arrivent à parler sans problème, mais qui ne sont pas capables de dire précisément ce qu'elles ont fait pour s'en sortir. Donc, ah oui, c'est pas facile. Bah c'est difficile, en fait, de comprendre ce qu'on a fait soi-même pour s'en sortir. Je l'explique, moi. Moi, je l'explique sans aucun problème. Je l'explique, je le prouve. Ouais, mais si c'est pas reproductible, bon bah... est-ce que c'est bien ça? Attention, c'est que les personnes qui ne peuvent pas reproduire, c'est des personnes qui n'ont rien compris. Moi, j'ai une ancienne stagiaire, un Charmel. J'ai une ancienne stagiaire ici qui a fait un stage avec moi et qui m'aide en stage. Elle fait un travail extraordinaire. Elle sait parfaitement reproduire. Elle a compris que... Moi, j'intervenir sur le caractère reproductible. Pardon. Non, ça va. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Oui, ça ne pas. Ah, ça pardon. Oui, je voudrais réagir sur le caractère reproductible, qui est très demandé, c'est très rassurant. N'oubliez pas que déjà, en matière simplement biologique, la reproductibilité des phénomènes est très difficile à caractériser, obtenir en tout cas. Et je ne parle pas de tout ce qui est humain et qui a à voir entre qui a à voir par rapport à un phénomène qui peut-être, mais on ne le sait pas, est psychologique.
Et la reproductibilité, dans ce cas-là, elle n'existe pas. On est dans l'empirique ici. Mais c'est un peu la base de la médecine, hein, de trouver des choses reproductibles chez l'être humain. Je veux dire, il n'y a pas de science sans reproductibilité. La vraie recherche scientifique est reconnue comme recherche scientifique si elle est reproductible. Ouais. Si elle n'est pas reproductible, ce n'est plus de la recherche scientifique. Absolument. On part que dans les rêves, on part dans toutes les directions. Bien sûr. C'est tout. Et vers le charlatanisme. Oui, mais pour autant, il y a des choses qui se font en dehors des sciences. Et qui apportent des solutions. Ouais, mais la médecine est basée sur la science. Il n'y a pas de médecine sérieuse sans science. Je voudrais donner mon point de vue. Je n'ai pas pu venir ce matin. Je suis un ancien bègue, et partiellement parce que c'était pas aussi grave, mais ça me gênait. Je n'ai pas pu venir ce matin pour une raison très simple. Moi, j'ai besoin de dormir. Si je ne dors pas, moi, je suis KO. C'est aussi une forme de thérapie. Je voulais dire le débat sur la non-reproductibilité. Moi, je suis d'avis de ce monsieur, car je suis fortement dyslexique, et j'ai fait comme vous, j'ai cherché. J'ai dû chercher, puisque j'avais pas de réponse. J'ai été beaucoup trompé par les institutions. Le terme n'est pas fort. Et notamment par toutes les institutions éducatives m'ont trompé. Qu'elles soient psychiatriques, scolaires, formation, c'est comme ça, je ne comprends pas. Et on ne peut pas reproduire un schéma thérapeutique de guérison dans le cadre du trouble ou dyslexique, parce que c'est trop complexe. C'est comme la cosmologie. On doit refaire tout un processus mental d'évolution qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas définir, notre cerveau ne peut pas le comprendre. Par contre, on a des résultats. Voilà, et ils sont là, et ces résultats souvent font qu'elles aident d'autres gens. Voilà, et je ne peux pas dire autrement. Si on veut que ça soit reproductible, les résultats, pour certains types de thérapies qu'on appelle à tort ou à raison phase thérapie, des thérapies de froid, je ne crois pas à ce terme-là, mais c'est comme ça, ben, ils ont fait du bon travail, et là ailleurs, on n'avait pas de solution. Bien sûr, mais moi je dis, je répète, c'est que bien évidemment, la médecine, elle est très importante, les scientifiques sont très importants, mais un bégaiement ne peut pas être mesuré. Ça ne peut pas être mesuré scientifiquement, puisque le bégaiement, c'est un état émotif. Un état émotif ne peut pas se mesurer. Il peut y avoir les plus grands chercheurs de la Terre sur le bégaiement, qui peuvent dire ah, on peut mesurer le bégaiement. C'est pas mesurable. C'est pas mesurable parce qu'en plus, nous, on a, en plus du bégaiement, on a une transcendance et en plus, on est très intuitif. Et donc, en aucun cas, ça peut se mesurer. Alors, les scientifiques disent oui, alors ils me posent des questions, bien évidemment. Moi, la seule chose que je puisse leur répondre, au départ de l'être humain, il n'y avait pas de science. Il a bien fallu qu'il y ait des autodidactes pour trouver des choses. Et donc peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être un petit peu de direction à un certain moment. C'est pour ça que dans certains journaux aux États-Unis, c'est pour ça que maintenant j'en parle, où ils ont fait des articles sur moi, où ils me donnent raison entre la noétique et le bégaiement. Parce que c'est là où j'en viens. C'est que la noétique et le bégaiement, il y a un rapport, il y a un relationnel qui est beaucoup plus fort que la science. Qui est beaucoup plus fort que la science. Parce que si on va par là, on prend un exemple très simple, pour un petit peu faire... N'ayez pas peur, je ne m'égare pas du bégaiement. Puisque vous n'étiez pas là ce matin, vous allez très vite comprendre. L'être humain, on est plus ou moins des boîtes à images, des boîtes à conversation. Lorsqu'on entame une conversation avec une personne, on parle d'un sujet, incontournablement, on va aller rechercher dans l'empirique le moment où on a déjà parlé du même sujet pour répondre. Donc, incontournablement, est-ce que la science peut trouver des analyses en disant, tiens, à tel moment, cette personne va aller chercher la même conversation? C'est pas mesurable. Parce que les recherches du moment sont les recherches qui sont aussi basées sur l'intuition, sur le moment émotif, parce qu'on a souvent parlé du même sujet, mais on s'apercevra en creusant un petit peu plus loin. Si par exemple j'ai parlé avec vous préalablement ou avec une autre personne,
j'ai parlé d'un sujet, tiens, est-ce que tu crois que la Terre est ronde ou plate, enfin, n'importe quoi. Donc on va entamer une conversation et par exemple, vous aurez une veste marron. D'accord? Donc on va parler de ce sujet-là. 3 mois après, si je n'ai pas entre-temps reparlé de ce même sujet-là, si je tombe sur une personne qui me pose la même question, qui a une veste marron comme vous, je vais répondre avec l'aspect que j'aurais eu et la vision, la couleur que j'aurais associée au même moment. Je vais répondre pareil. Il ne faut pas oublier que dans toute conversation, il y a la dialectique. La dialectique, c'est quoi? Chaque mot a plusieurs significations. Derrière plusieurs significations, il y a une porte, plus une autre porte, plus une autre porte. On prend un exemple pour faire un petit peu plus simple. Une personne va dire, tiens, l'été dernier, j'ai été au bord de la mer. J'ai mangé dans tel restaurant au bord de la mer. L'autre va dire, ah ben tiens, moi aussi, j'étais au même restaurant. C'est le même lieu. C'est le même lieu. Mais ça n'a rien à voir. Vous n'aurez pas eu le même champ de vision. Vous n'aurez pas discuté de la même chose. Ça n'a rien à voir du tout. Et c'est là où je veux en venir. Et le bégaiement, c'est ça. Ça ne peut pas être mesuré en science. Si je marque les images, ça c'est un petit peu ce que l'on va appeler la noétique. Parce qu'après, il y a la matière, il y a une fourchette, une cuillère. On prend un exemple pour une personne. Pour une personne, une petite cuillère, ça va vouloir signifier je tourne le sucre dans mon café. Pour notre personne, ça va vouloir signifier je mange un gâteau. Ça n'a pas la même signification pour tout le monde. Et le bégaiement, c'est exactement pareil. Une méthode ne peut pas être universelle. Une méthode s'adapte à l'esprit, au regard de chacun. Rien n'est universel, rien. Charmel peut le dire, et j'ai aussi un autre stagiaire là-bas, j'en ai deux, trois, c'est pas... Il n'y a pas... À chaque personne, j'ai une façon différente de parler, n'est-ce pas, Charmel? Il faut les comprendre d'abord. À partir du moment où on comprend les personnes qu'on a en face de soi, on arrive à leur donner des solutions, mais on répète bien, il n'y a pas de miracle, il y a uniquement une personne qui a envie de s'en sortir. Voilà, c'est purement et simplement ça. Alors il faut arrêter d'en fait de dire, il y a le cerveau, le cervelet, ça, personne va dire une opération, ça et ça. Attends, même une opération ne peut pas commander une personne d'inspirer avant de parler. C'est pas une opération ni un médicament. La parole, c'est mécanique. Sinon, si c'était pas mécanique, Charmel le sait, mes anciens stagiaires savent, quand ils arrivent en stage, que je leur dis, la parole, c'est mécanique, on va commencer par la mécanique de la parole, et 10 minutes après, une personne qui n'arrive pas à parler, je la fais parler sans bégayer. S'il y avait autre chose qu'une mécanique, j'arriverais pas. Voilà, c'est pas... Voilà, mais ça ne peut pas être mesurable, c'est pas mesurable du tout, du tout. Il y a l'être humain, il y a la transcendance de chacun, les aspirations de chacun, il y a une distance que l'on veut bien s'accorder, mais il n'y a rien de science là-dedans. Pourquoi que des gens, le dimanche, vont faire une prière, vont à l'église, c'est une démarche. Parce que tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Et donc sur le bégaiement, ce que l'on a besoin, c'est uniquement de croire en soi et de prendre confiance en soi. Et à partir du moment, tous les ustensiles que j'emploie en stage, que ce soit la paille, la balle, ou alors l'auto-suggestion ou autre, c'est uniquement que des symboles. C'est que des symboles de rappel. Ouais, Monsieur Bozard, donc j'aimerais savoir si vous avez une formation scientifique, parce qu'ici c'est le CNAM, on forme des ingénieurs. Moi j'ai été formé ici, je suis ingénieur CNAM. Une formation scientifique.
J'aimerais savoir votre parcours académique. J'ai pas de parcours académique. J'ai pas de parcours académique. Quel est votre métier? Quelle est la profession que vous destinez étant jeune? Quel Moi, était votre parcours professionnel ou je académique? suis un simple ancien bègue, auteur-compositeur, chanteur, parce que j'ai fait des disques, je suis arrangeur musical. Non, c'était la musique en fait. Aucune étude. La seule chose que je fais en permanence, c'est que je travaille sur moi-même avec des groupements de personnes qui travaillent eux aussi sur eux-mêmes. D'accord. Voilà. Puis moi je réagis contre ça, excusez-moi. C'est trop facile de dire aux gens, vous n'avez pas de diplôme, vous devez vous taire. Moi, mais j'ai pas dit ça, non, monsieur, j'ai pas dit ça, d'accord? Non, mais je le dis. Je n'ai pas dit ça. J'ai demandé à monsieur Boisard son parcours académique. J'ai un diplôme, ça m'a servi à rien. C'est une vérité qu'il faut dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Je n'ai préfère pas dit à monsieur Boisard que le fait qu'il n'ait pas de diplôme, j'ai juste posé la dites. question, c'est tout. Ben, je suis désolé, c'est pas Non, mais c'est un procès d'intention que vous me faites, j'aime pas ça, monsieur. Je suis désolé. À vous taisez je maintenant. le dis aussi. C'est pas qu'on n'a pas de Vous faites un procès d'intention, ça ne me plaît pas. Je voudrais juste, si vous me le permettez, en tant que professionnel du spectacle, je veux dire que j'ai eu une formation, pour répondre à monsieur, j'ai eu moi aussi une formation scientifique. À la base, je suis ingénieur également. J'ai une formation tout à fait scientifique. C'est ce qui m'intéresse dans ce que fait le travail de Christian, c'est que je peux vous dire, si vous réfléchissez à l'histoire des sciences, avant que nous connaissions la mécanique quantique, la mécanique quantique n'était pas des sciences. Au départ, c'était quoi? C'était une intuition au départ. C'était juste l'observation de faits que nous ne comprenions pas. Et qui était mal comprise par M. Newton. Et pourtant, M. Newton avait un parcours universitaire, scientifique. Il y a beaucoup de scientifiques autodidactes. Hein. Et il y en a d'autres qui sont pas parce qu'on n'a pas fait d'études qu'on n'a pas un esprit scientifique. Voilà. Enfin, c'est juste pour vous dire, ce recours à la caution scientifique, certes, elle est nécessaire à un moment donné, mais il n'empêche qu'on a le droit aussi d'avoir des initiatives de pionniers. Ah ouais. Et qui sont des étapes indispensables. Et après, je suis d'accord avec vous, il faut avoir, dans cette démarche de pionnier, il faut avoir une démarche scientifique et essayer de faire en sorte de le comprendre et de modéliser effectivement ce que nous découvrons. Alors, attends, André, voilà, là, vous m'aviez dit tout à l'heure, qu'est-ce que je fais au CNAM? Je ne suis pas un scientifique. Ouais, parce que je pensais le président du CNAM est là. Je pensais que vous étiez ingénieur CNAM comme moi. Vous répondre si je suis un imbécile ou pas. Non, je crois qu'il ne faut pas parler comme ça. Alors, le CNAM, il a été créé en 1794, à la Pays-Grégoire, lors de la Convention. L'objectif du CNAM au départ, ce n'était pas de faire des ingénieurs, hein, parce que le premier ingénieur est sorti du CNAM en 1924. Alors de 1794 à 1924, il s'est écoulé du temps. Donc l'objectif ici, c'était de créer un lieu d'échange entre les artisans et un lieu d'échange de savoir-faire. On ne parlait pas de diplôme. Et quand on voit la devise du CNAM, c'est enseigner partout pour tous. Donc on ne parle pas, il n'y a pas de blocage sur les diplômes, c'est pour tous. Donc c'est vraiment un lieu d'échange où les gens viennent ici pour échanger leur savoir-faire. Et je crois qu'on est exactement dans cette situation aujourd'hui, tout simplement. Oui, mais André, il demandait qu'est-ce que je fais ici, pourquoi que je suis au CNAM aujourd'hui. Pour échanger le savoir-faire avec les autres qui ont envie d'écouter. Ouais, parce que je m'étais imaginé que vous étiez passé par le CNAM, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Voilà. Il a été invité par le CNAM. Voilà. Okay, merci. Pour qu'il puisse exposer son savoir-faire. D'accord. Qui intéresse beaucoup de gens. Merci professeur. Et puis, et je voulais, disons, rassurer le monsieur qui est dans la salle. Si vous voyez son topo, la façon dont il est en train d'animer son séminaire, mais M. Christian est un excellent orateur. Oui, je suis d'accord. Est un excellent orateur. Vous voyez un peu combien
universitaires qui sont autour de lui. Non, mais il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Et si on est là, en fait, disons, c'est ce qu'on fait là, eh ben, c'est pour, comme c'est qu'a dit M. le professeur, eh ben, c'est pour écouter son expérience. Et puis, on est vraiment, nous tous, nous sommes en train de profiter de son expérience. Donc, son niveau, ce n'est pas un niveau, mais déjà, en l'écoutant, c'est ce qu'il fait, mais il a un niveau universitaire. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on passe à la suite. Oui. Oui. Pardon? J'ai une enfant psychiquement handicapé. Oui. Pourquoi ne développer pardon. Pourquoi ne développez pas le sujet de l'hypnose? Ma fille aujourd'hui est suivie par 10 neurologues. Oui, je comprends. 10 psychiatres. Je comprends. Les plus grands hôpitaux de Paris. Elle a 25 ans. Ça fait 25 ans que ça dure. D'accord. Donc au niveau de la, comment dire, de la maîtrise universitaire de tout ça, je ne veux pas m'enlever, je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal au niveau de la médecine. Et là, au niveau de l'hypnose, ça c'est pas une science exacte de l'hypnose. Non, mais bon, il est certain que lorsque je dispense les stages, je fais de l'hypnose, bien sûr. Je fais de l'hypnose pour, disons, c'est la semi-hypnose qu'on appelle. C'est pour, disons, inculquer, disons, d'une certaine façon. Mais